Ils étaient deux parrains très différents, séparés par plus de 6000 km d'océan. John Gotti, surnommé le Don Téflon, était un gangster new-yorkais qui adorait les feux de la rampe et bravait régulièrement les autorités. Toto Riina, lui, était un paysan issu de la Sicile rurale et un parrain opérant dans l'ombre. À la fin des années 80 et au début des années 90, la justice adopte deux approches bien distinctes pour les arrêter. Aux États-Unis, la police traque inlassablement Gotti. En Sicile, il faudra une révolte des habitants de Palerme pour envoyer Riina derrière les barreaux. John Gotti a toujours été un voyou brutal et impulsif. C'est dans un bar que le jeune gangster Henry Hill a vu Gotti, alors adolescent, pour la première fois. John est entré sans dire un mot à personne. Il est allé vers une table où on jouait aux cartes et il s'est mis à tabasser un mec avec une batte ou un tuyau. Il a presque battu ce mec à mort. Il a failli le tuer. Si ça se trouve, d'ailleurs, il l'a tué. Et ils ont balancé le cadavre dans un coffre. Gotti a enfreint une loi tacite de la pègre, ne jamais faire usage de la violence en présence de témoins. Après ça, il est venu s'excuser auprès de moi, avec du sang qui giclait partout. C'était la première fois que je le voyais. Il avait un grand manteau noir, un par-dessus tout en cuir. Il avait vraiment tout d'un gangster. Il est évident que Gotti ne craint personne. Pour Henry Hill, il ne fait aucun doute que l'homme ira jusqu'au sommet. C'était un type en pleine ascension. Il avait sa propre bande et ça se voyait qu'il allait devenir quelqu'un. Ça se voyait, il avait cette présence. Mais il y a un obstacle sur sa route. Paul Castellano. C'est le chef de la famille Gambino, la plus puissante de toutes les familles mafieuses américaines. Castellano est un gangster à l'ancienne, un mafioso qui dissimule ses crimes sous un vernis de respectabilité. Paul avait deux casquettes. Il pouvait se mêler aux avocats, aux promoteurs, aux hommes d'affaires, aux médecins et parler le même langage. Mais s'il endossait sa casquette Gambino, il pouvait discuter de la mort d'un homme et dire « Ok, il faut l'éliminer ». Gotti doit supprimer Castellano pour prendre sa place. Mais il n'est pas le seul à vouloir se débarrasser de lui. En 1983, le président Ronald Reagan déclare la guerre au crime organisé. Il vise l'instance dirigeante de la mafia, la commission. Paul Castellano en fait partie. En vertu de l'inflexible loi RICO anti-mafia, les autorités peuvent poursuivre Castellano et les autres parrains pour entreprises criminelles, s'ils parviennent à prouver l'existence de la commission. Elle est si secrète que la seule rencontre prouvée par le FBI remonte à 1957. Et puis, un matin de mai 1984, au QG du FBI à New York, l'agent Joe O'Brien reçoit l'appel d'une taupe infiltrée dans la mafia. Il m'a informé qu'il y allait y avoir une réunion de la commission de la mafia quelques heures plus tard. Franchement, je ne l'ai pas cru, parce que ça n'arrivait jamais. Ces types ne pouvaient pas se permettre de se voir. C'était trop dangereux.
Si le FBI parvient à photographier cette rencontre, ça les aidera à démanteler la commission. O'Brien et l'un de ses collègues, Andy Currins, surveillent ce bâtiment. Une petite maison de Cameron Avenue à Staten Island qui appartient à la famille d'un vieux parrain de la mafia. Les deux agents se cachent à l'arrière d'une camionnette banalisée à quelques centaines de mètres. La camionnette était là-bas, là où il y a la voiture blanche, en face du numéro 54. On s'est garé là pour avoir une vue bien dégagée. Il n'y avait pas d'autres voitures, on voyait parfaitement le numéro 34 de Cameron Avenue. On a attendu 3 heures, jusque vers 16h30. Et là, ils ont commencé à sortir, une famille après l'autre. Les chefs des familles Gambino, Lucchese, Colombo et Genovese apparaissent chacun leur tour. Et enfin, on a vu sortir notre invité d'honneur, le très attendu Paul Castellano. Castellano est le parrain des parrains. Il était traité comme un roi. On pouvait presque voir le tapis rouge. C'était très représentatif du fonctionnement et du protocole de la mafia. C'était sensationnel. Je ne sais pas comment Andy a réussi à faire des photos sans trembler. Il utilisait mon épaule comme trépied. Et pendant un moment, j'ai arrêté de respirer. Castellano n'était pas pressé. Il a tiré quelques bouffées de son cigare, il est monté dans sa voiture et il est parti. Les photos sont explosives. Le FBI sait qu'une preuve visuelle aussi flagrante fera merveille auprès d'un jury. En février 1985, le procureur inculpe les 5 membres de la commission. Les agents O'Brien et Currins arrêtent Castellano et le conduisent au QG du FBI à Manhattan. Les autorités fédérales, la ville de New York et le procureur de l'État ont annoncé aujourd'hui l'une des plus vastes mises en examen de parrains mafieux dans l'histoire de ce pays. Dans la voiture qui l'emmène au FBI, Castellano entend un bulletin d'information sur les arrestations. Pour racket et extorsion. Ces charges sont passibles de peine allant jusqu'à 20 ans de prison. C'est le début de la fin de son règne. Les autorités sont passées à l'action tard dans la nuit. Parmi les hommes inculpés de racket et d'extorsion, on retrouve Paul Castellano, chef de la famille Gambino. Le coup de filet a été réalisé grâce à un micro. Je me souviens qu'il s'est tourné vers Joe en lui disant « Est-ce que c'est vrai? Vous avez écouté mes conversations privées ?» D'après le procureur, les enregistrements sont excellents. On pouvait presque l'entendre gémir. Les deux agents pensent que le trouble de Castellano vient de ce qu'ils ont enregistré ces discussions criminelles. En fait, il a réalisé qu'ils sont au courant de sa liaison avec sa jeune domestique colombienne. C'était très embarrassant pour lui. Et pour nous aussi d'ailleurs. Tout d'un coup, il était comme un petit garçon, avouant qu'il a fait une grosse bêtise. Mais ce qui était mal, ce n'était pas d'avoir assassiné ou fait assassiner des gens. Ce qui le gênait, c'était d'avoir eu une relation coupable avec une jeune domestique sous le nez de sa femme. Un parrain ne peut pas se permettre une telle révélation. Castellano a enfreint l'une des règles les plus sacrées de la mafia. On peut mutiler et tuer, mais pas déshonorer son épouse publiquement. Les photos sont un des principaux éléments de preuve du procès à venir. Un vide vient de se créer au cœur de la famille Gambino. Une situation propice à la guerre. Et pour savoir à quoi ressemble une guerre mafieuse, la pègre new-yorkaise n'a qu'à se tourner vers la Sicile.
Ici, le parrain s'appelle Toto Riina, un tueur psychopathe insaisissable, originaire de Corleone. Cette place forte de Cosa Nostra, perchée sur les montagnes du centre de la Sicile, donnera plus tard son nom au personnage de Marlon Brando dans le film Le Parrain. La brutalité de Riina lui a valu son surnom, la Bête. À l'époque, Corleone est réputée comme la ville d'origine des mafiosi les plus coriaces, comme l'explique un membre de la cellule antimafia locale. Un jour, j'ai rencontré un mafioso corléonais qui m'a regardé droit dans les yeux en me disant « Pour être un homme, un vrai, il faut avoir passé quelques années en prison. » Voilà le genre de philosophie de la mafia de Corleone. Pour eux, faire de la prison, c'est un baptême. La famille de Riina a pris le contrôle de Cosa Nostra au terme d'une guerre sans merci. Au début des années 80, les rues de Palerme baignent dans le sang de ses victimes. Pendant 6 mois, un nouveau cadavre surgit tous les 3 jours. Leoluca Orlando, alors maire de la ville, a été élu en promettant de mettre fin à ces crimes. 20 ans plus tard, sa prise de position courageuse l'oblige encore à être protégé 24 heures sur 24. Palerme était une ville qui vivait dans le silence et l'obscurité. Pour ne pas être impliqués dans ces meurtres, les citoyens niaient l'existence même de la mafia. On ne voit rien, on ne dit rien, on n'entend rien. Ce n'est pas notre problème. Qu'ils s'entretuent, ça ne nous regarde pas. Si on ne parle pas de la mafia, on ne mourra pas. L'homme qui dirige l'enquête sur Riina est un magistrat, le juge Giovanni Falcone. Il a grandi dans un quartier pauvre de Palerme et certains de ses camarades d'école sont devenus des mafiosi. Mais contrairement à eux, il a choisi de se battre du côté de la loi. Depuis son QG du palais de justice, cela fait plus de 10 ans que Falcone traque inlassablement Cosa Nostra. En 1987, il a connu son heure de gloire. Lors du maxi-procès, plus de 300 mafiosi ont été condamnés à des peines représentant presque 3000 ans de prison en tout. C'est le coup le plus rude jamais porté à la mafia sicilienne. Mais le parrain des parrains, Toto Riina, a échappé au coup de filet. Il est toujours libre et continue à diriger son empire depuis sa cachette. Falcone subit d'autres menaces, plus proches. Il a peu d'amis au palais de justice. Les citoyens de Palerme restent spectateurs, attendant de voir qui va l'emporter, de Falcone ou de la mafia. Cet isolement est dangereux. Parmi ceux qui combattent la mafia, plusieurs ont déjà été tués sur les ordres de Riina. Falcone prend toutes les précautions. Lorsqu'il épouse Francesca, sa fiancée, il demande à Leoluca Orlando de célébrer lui-même leur union. La cérémonie a lieu un samedi soir, dans le plus grand secret, à la stupéfaction de la secrétaire du maire. Soudain, ma secrétaire est arrivée en disant « Voilà le juge Falcone ». J'ai répondu « Oui, on va commencer le mariage ».
Ils se sont mariés sans personne, puis ils sont partis, sans photos, ni amis, ni membres de la famille. C'est un des sacrifices que Giovanni et Francesca ont consenti pour le combat contre la mafia. Quelques années plus tôt, le repenti Tommaso Buscetta avait averti Falcone que Riina ne reculerait devant rien pour le tuer. N'oubliez jamais ça. Une fois que vous avez un compte avec la mafia, vous ne pouvez le solder qu'à votre mort. La menace n'est pas à prendre à la légère. Le juge loue un bungalow sur la plage à 30 minutes en voiture de Palerme. Et quand il va là-bas, toute la ville semble être au courant. Quand Falcone se déplaçait, on aurait dit un mariage. Il y avait plein de voitures et même un hélicoptère au-dessus. Tout le monde savait alors qu'il était au bungalow sur la plage. Mais l'anneau d'acier qui le protège ne change rien aux yeux de Riina. Un après-midi de juin 1989, Falcone se détend sur la plage. Un garde du corps consciencieux remarque alors un sac de sport posé près de la maison et qui paraît avoir été oublié dans les rochers au bord de l'eau. En l'entr'ouvrant, il aperçoit des fils électriques connectés à 58 bâtons de plastique. Le sac est conçu pour exploser quand on le soulève. Mais la bombe n'a pas fonctionné. Falcone vient d'échapper à la mort. Peu après cette tentative d'assassinat, alors qu'il discute avec une de ses amies les plus proches dans son combat contre la mafia, il fait une sinistre prédiction. Comme il me l'a dit lui-même quand on s'est vu, après ça, ma vie est toute tracée. Je sais que la mafia finira par me tuer un jour ou l'autre. La seule chose que je ne sais pas, c'est quand. Avec Riina en liberté, Falcone est en sursis. À New York, le temps est compté aussi pour le parrain américain Paul Castellano. En attendant l'ouverture de son procès pour racket, il ne s'aventure que rarement hors de sa maison, une demeure luxueuse dans le quartier le plus prisé de Staten Island. Ses ennemis et ses amis l'appellent la Maison Blanche. Et Castellano y vit comme un président. On lui reproche d'ailleurs de s'être éloigné de la rue, une critique que saura exploiter son rival, John Gotti. Beaucoup critiquaient Castellano en disant qu'il s'occupait trop de ses procès et pas assez de la famille, désormais divisé entre les nantis et les autres. Castellano gagnait un tas d'argent tandis que les types comme Gotti n'avaient rien. Il y avait des dissensions, les gens se plaignaient. Gotti se prétend démuni pour obtenir le soutien nécessaire à sa prise de pouvoir. En fait, le trafic d'héroïne lui rapporte une fortune et fait de lui un héros auprès de ses partisans. Il avait sa propre équipe et on faisait pas mal de trucs ensemble. Avec de l'argent, on peut faire un tas de trucs. Et de l'argent, il en avait. Et il laissait tout le reste de sa famille profiter du banquet. Dealer de la drogue et faire ce qu'il voulait de cette ville.
La justice poursuit la bande de Gotti pour trafic de drogue, compliquant encore la situation de Castellano. Ce dernier décide donc de se débarrasser d'eux. Gotti sait qu'il doit agir. C'est l'heure de la confrontation. Le 16 décembre 1985, Castellano part à Manhattan pour voir Gotti. La rencontre doit avoir lieu ici, dans son grill room favori, Sparks, au centre de Manhattan. Castellano et son chauffeur sont abattus devant le restaurant. Ce meurtre commis au vu de tous choque New York. Le nouveau parrain de la famille Gambino devient aussitôt célèbre. À l'époque, Gotti doit être jugé pour racket. Avant la mort de Castellano, il était presque inconnu du grand public. On est passé d'une affaire criminelle relativement, pas léthargique, mais de routine, à l'affaire de la décennie. On avait une foule de reporters massés devant le tribunal et dans la salle d'audience. C'était devenu un gros poisson. Lors de son procès, Gotti est défendu par l'avocat de la pègre, l'extravagant Bruce Cutler. Ce dernier continuera pendant des années à faire son apologie. Il était remarquablement clairvoyant. Il avait presque un sixième sens quand il s'agissait de juger les gens. Ce qui est sûr, c'est que Gotti sait juger un jury. En mars 1987, le verdict est rendu et le parrain est acquitté. En fait, l'un de ces hommes a soudoyé un juré à l'insu de la police. Inculpé de nouveau à 2 reprises pour voie de fait, il est à chaque fois représenté par Bruce Cutler. I'll say you with respect to defendant John Gotti, guilty or not guilty? We find him not guilty. Il sort blanchi des 2 procès, en faisant corrompre et intimider les témoins. Le Don Teflon est né. Gotti est un parrain à part. Il ne fait pas mystère de son statut de chef de la mafia. Il aime rappeler comment le gosse des rues de Brooklyn s'est hissé jusqu'au sommet. Il est né très pauvre. À 12 ans, il était dans la rue. Et à 40, il faisait la couverture de Time Magazine. Il a défié le système. Son ancien avocat décrit Gotti comme un Robin des Bois moderne, luttant contre les pouvoirs en place. Les Juifs, les Irlandais, les salariés, les syndicats, les ouvriers, les policiers. Mon père était inspecteur et certains de nos plus fervents soutiens faisaient partie de la police locale, même s'ils n'y étaient pas autorisés. On combattait les bandits alphabétisés du gouvernement. Le FBI, le fisc, l'immigration, la CIA, tous ces voleurs sans visage du gouvernement qui vous traquent et détruisent votre vie. La sanglante réalité du règne brutal de John Gotti est tout autre. Mais ce besoin de reconnaissance publique va servir le FBI et finira par causer la perte du Don Teflon. En Sicile, les autorités n'ont pas le même genre de problème que leurs homologues américains.
Si John Gotti aime les feux de la rampe, le parrain de la mafia sicilienne, Toto Riina, reste invisible. Le juge Giovanni Falcone est déterminé à le débusquer. Mais il a besoin de trouver un lien entre Riina et les crimes perpétrés en son nom par son armée de tueurs. La solution va lui venir d'Amérique. Richard Martin est alors un des hauts fonctionnaires du ministère de la Justice. Il collabore déjà depuis plusieurs années avec Falcone. Leur plus grande victoire reste le démantèlement du trafic d'héroïne entre la Sicile et les États-Unis, la Pizza Connection. Falcone adore venir à New York. En Sicile, il vivait pratiquement comme un prisonnier. Il passait d'une voiture blindée à un bureau protégé. Alors que quand il venait à New York, il pouvait faire du shopping, aller au restaurant, venir nous voir au bureau. On pouvait l'inviter chez nous et dîner en famille. Pour lui, New York était synonyme de liberté. Mais les visites de Falcone aux États-Unis ne sont pas de simples voyages d'agrément. Il est très impressionné par la législation sévère de l'Amérique contre la mafia. Une législation qui a permis au gouvernement d'inculper le parrain Paul Castellano et de piéger la commission. Je pense que ça l'aidait aussi à se libérer l'esprit et à voir au-delà de son propre domaine quand il venait ici. Non seulement il s'y plaisait, mais c'était aussi une façon pour lui de voir plus clairement comment attaquer la mafia et comment travailler avec les autorités italiennes. En 1991, un nouveau ministre de la Justice entre en fonction à Rome, déterminé à écraser enfin Cosa Nostra. Il propose à Falcone de le nommer responsable de la campagne anti-mafia dans toute l'Italie. Le juge saisit cette occasion de quitter Palerme et de mettre en pratique ce qu'il a appris aux États-Unis. Ses idées sont révolutionnaires. Il entend former un équivalent italien du FBI. Dans tout le pays, la lutte contre le crime organisé sera centralisée sous ses ordres. Riina, la bête de Corleone, se sent menacée. Quelques années plus tôt, il a déjà essayé de tuer Falcone dans sa résidence secondaire. Il revient à l'attaque. Le 23 mai 1992, Falcone et sa femme Francesca rentrent à Palerme pour le week-end. À quelques kilomètres de l'aéroport, les hommes de Riina ont déposé une bombe d'une demi-tonne dans une canalisation sous l'autoroute rejoignant la ville. Ils se cachent ensuite dans un bâtiment qui surplombe la route, armé d'un détonateur télécommandé. Une gigantesque explosion a éventré l'asphalte. Le choc est tel qu'il apparaît sur les moniteurs de surveillance sismique locaux. Maria Falcone, la sœur de Giovanni, était chez elle lorsqu'elle a appris la nouvelle. Lorsque mon mari m'a dit ce qui s'était passé,
Je me suis précipitée hors de la pièce et j'ai appelé la police. Ils m'ont annoncé que Giovanni avait été emmené à l'hôpital. Quand je suis arrivée là-bas, le frère de Francesca m'a dit « Giovanni est mort ». Ça a été le moment le plus douloureux de ma vie. Pas seulement parce que j'étais sa sœur, mais aussi en tant que citoyenne italienne. Car avec Giovanni, c'était notre plus grande chance de vaincre la mafia qui disparaissait. Falcone n'était pas seulement un collègue. Je suis fier de pouvoir dire que c'était aussi un ami. Ça m'a énormément attristé. Nous avions perdu une partie de ce pourquoi nous travaillions tous. On raconte que Riina aurait organisé une grande fête pour célébrer au champagne la mort de Falcone. La femme de Falcone, Francesca, et 3 gardes du corps sont également morts dans l'explosion. Le jour de leurs funérailles, plusieurs milliers de personnes se rassemblent devant l'église San Domenico à Palerme. Elles attendent patiemment des heures sous la pluie. La cérémonie est diffusée en direct sur les chaînes nationales. Dans tout le pays, les programmes de télévision habituels sont interrompus. Le Parlement annonce une journée de deuil national. On m'a demandé comment j'avais réagi en apprenant la nouvelle. Et j'ai répondu, j'ai pleuré. Quelqu'un m'a dit, mais vous êtes le juge Ferraro, comment ça vous avez pleuré? Oui, j'ai pleuré et je n'ai pas honte de l'admettre. L'Italie est choquée et indignée. Mais cela n'arrête pas Toto Riina. Tous ceux qui se mettront en travers de sa route subiront le même sort. À New York, le piège se referme sur le parrain américain, John Gotti. Ce magasin de vêtements de Little Italy à Manhattan était autrefois le Ravenite Social Club, siège des opérations criminelles de la famille Gambino. À l'époque, Gotti exige de ses hommes qu'ils viennent au Ravenite pour lui rendre publiquement hommage. Le FBI place une équipe de surveillance dans une rue proche du club. Ce film provient de leurs archives. Gotti entretient soigneusement sa réputation de parrain de la mafia. Il n'essaye aucunement de cacher ses rencontres avec son gang. Le reste de la famille était convoqué ici pour y retrouver John afin de discuter affaires, de lui cirer les pompes, de lui donner de l'argent et ainsi de suite. Si bien qu'en une semaine, on pouvait voir les 20 chefs de la famille sur différents soirs, plus près d'une centaine de soldats. Tous exhibés au grand jour. Pour nous, c'était une véritable mine d'or de pouvoir identifier l'ensemble de la famille Gambino dans la semaine, au même endroit. Mais les images ne suffisent pas. Pour obtenir une condamnation, le FBI a aussi besoin d'entendre Gotti parler de ses crimes. Le Ravenite a été mis sur écoute, mais les micros n'ont pas encore saisi grand-chose. Enfin, la chance tourne. Un informateur leur apprend que Gotti organise toujours ses réunions les plus importantes dans un appartement à l'étage,
celui de la veuve d'un membre de la famille Gambino. Le FBI profite du départ en vacances de la vieille dame pour poser un micro sur place. Quelques jours plus tard, on a entendu s'ouvrir la porte de derrière du Ravenite. On les a entendus monter l'escalier et entrer dans l'appartement numéro 10. Ils se sont assis et ils ont commencé à parler. Très vite, il est apparu qu'ils ne s'inquiétaient pas des micros. La radio était allumée, mais ils l'ont baissée parce que c'était trop bruyant. Ils parlaient tous assez fort, et on a découvert plus tard que c'était parce que John Gotti était sourd d'une oreille. Sur les cassettes, on a donc un son particulièrement clair. Les enregistrements dévoilent le véritable visage d'un parrain. Un visage très différent de celui que Gotti montre à ses fans. Quand il s'énerve, John commence à parler très fort. Et il oublie qu'il y a des choses dont il ne devrait pas parler, comme d'anciens meurtres. Gotti est arrêté. En janvier 1992, il est inculpé d'homicides multiples et de racket. C'est son 4e procès en 6 ans. Pourtant, New York reste fasciné par John Gotti. Les célébrités affluent. Dans les tribunes, on se serait vraiment cru au cirque. Mickey Rourke et Anthony Quinn sont venus voir le procès. Et ils ont envoyé un boxeur, Ronaldo Snipes, qui lançait des regards si menaçants au jury qu'on l'a viré dans la demi-heure. Gotti était fidèle à lui-même, arrogant et provoquant. Mais il suffisait de le voir écouter ses enregistrements pour comprendre qu'il regrettait d'avoir eu une si grande gueule. Gotti a provoqué sa propre perte. Mais les enregistrements vont avoir une autre conséquence inattendue. En même temps que lui, le FBI a arrêté son fidèle bras droit, Sammy Bull Gravano. Dominic Montillo a été à l'école avec Gravano. Plus tard, ils sont tous deux devenus gangsters au sein de la famille Gambino. Sammy a toujours été un dur. On était ensemble à la maternelle. Il a tué son beau-frère. Louis était son ami d'enfance, Louis Milito. Ils avaient grandi ensemble, traîné ensemble, volé ensemble. Il a tué Louis. On ne pouvait pas se fier à Sammy. Gravano a été déçu par Gotti. Pour lui, un vrai parrain ne doit pas rechercher la publicité, mais opérer dans l'ombre, comme le faisait Paul Castellano. Mais Gotti ne respecte personne, pas même son adjoint. Une erreur que le FBI va exploiter. Lors des audiences préliminaires, Bruce Moe fait écouter une bande à Gotti et Gravano. On y entend le parrain critiquer vivement son bras droit. Gotti et Gravano étaient assis côte à côte à la table des accusés quand on a mis la cassette. Sammy est devenu tout rouge, il était prêt à exploser. Et pour la première fois, John Gotti était gêné. Il a blêmi, il voulait se cacher sous la table. Il était gêné parce qu'il savait qu'il avait été surpris disant du mal de son concilière et son bras droit. Gravano est le dernier clou dans le cercueil du parrain. Bruce m'a appelé un jour en me disant « Tu es assis ?» Oui. Sammy veut coopérer. On a fait venir Sammy, qui est entré, m'a serré la main et a dit « Je veux passer de notre gouvernement à votre gouvernement. »
C'est la première fois qu'un personnage aussi haut placé trahit la mafia américaine. Le témoignage de Gravano porte le coup de grâce à Gotti. Il révèle comment ils ont tous deux organisé le meurtre de leur ancien parrain, Paul Castellano, puis l'ont regardé mourir depuis leur voiture. Gravano était un témoin fantastique, et John Gotti se comportait comme quelqu'un qui sait qu'il va être condamné. Il était très inquiet, il était agressif, il aboyait sur moi et sur ses avocats. C'était un véritable plaisir. En avril 1992, Gotti est reconnu coupable de 13 chefs d'accusation, dont l'homicide et le racket. Il est envoyé dans une des prisons les plus dures d'Amérique, Marion, dans l'Illinois. La condamnation est sévère. Perpétuité sans possibilité de liberté sur parole. Malgré les cassettes et le témoignage de Gravano, l'homme qui a représenté Gotti à ses 3 premiers procès continue de le défendre. Si vous me demandez si je pense qu'il était chef de je ne sais quelle bande Gambino, je vous répondrai non. Je l'ai nié toute ma vie, et lui aussi. Je ne prétends pas que c'était un enfant de cœur, ni un saint. C'était un type coriace, mais il ne faisait pas partie de la mafia. Pour Gotti, tout est fini. Mais en Sicile, Toto Riina va de nouveau plonger l'Italie dans l'horreur. Le parrain américain a été condamné à passer le reste de sa vie en prison. Mais outre-Atlantique, le gouvernement italien semble impuissant. Le chef de Cosa Nostra agit à sa guise. Il a fait assassiner le juge antimafia Giovanni Falcone. Palerme attend avec angoisse son prochain coup. Le poste de Falcone est revenu à un autre magistrat, Paolo Borsellino. Les deux hommes ont grandi ensemble et ont consacré leur vie au combat contre le crime organisé. L'après-midi du samedi 19 juillet 1992, 2 mois après le meurtre de Falcone, Borsellino rend visite à sa mère dans cet immeuble, comme chaque week-end. Une voiture piégée explose, tuant le juge et 5 de ses gardes du corps. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. La population de Palerme organise une véritable révolte contre la mafia. Après l'assassinat de Paolo Borsellino, il y a eu une réaction massive des habitants de Palerme. Les femmes, les enfants, tout le monde s'est mis à crier « Basta, ça suffit, trop, c'est trop ». Trop, c'est trop. Des milliers de gens envahissent les rues pour une manifestation sans précédent en Sicile. Les Palermitains craignent de voir Riina s'en prendre à Leoluca Orlando, élu sur la promesse de débarrasser leur ville de la mafia. Lorsqu'il apparaît en public, les femmes et les enfants forment un cordon protecteur autour de lui, défiant Cosa Nostra de les tuer pour atteindre le maire. Leur message était clair. Ils étaient là pour dire que je n'étais pas seul. Ils étaient là pour dire que la mafia pouvait tuer un homme ou 10 hommes, mais qu'elle ne pouvait pas tuer des milliers et des milliers de femmes et d'enfants. C'était le début de la fin. Le peuple est plus fort que la mafia. Le gouvernement, déterminé à sévir durement, envoie plusieurs milliers d'hommes en Sicile.
En janvier 1993, la police italienne réussit son plus beau coup de filet. Suite à une dénonciation, Toto Riina est enfin arrêté. Salvatore Riina a été capturé à Palerme par les carabiniers ce matin. Nous tenons Toto Riina. Le plus incroyable, c'est que le parrain vivait en plein cœur de Palerme, à l'insu de tous, depuis plus de 20 ans. Lorsqu'ils découvrent son visage, les Italiens sont stupéfaits. C'est ce paysan à l'air inoffensif qui a ordonné les meurtres brutaux de Falcone, de Borsellino et de centaines d'autres. Pendant son procès, Riina se présente sous les traits d'un pauvre vieillard qui ne sait rien de la mafia. Mais sa défense ne convainc pas. Il est condamné à passer le restant de sa vie en prison, hors de Sicile, en Italie continentale. Des deux côtés de l'Atlantique, l'âge d'or des parrains semble révolu. John Gotti meurt d'un cancer en prison en 2002, après 10 ans d'enfermement. Sa mort marque la fin d'une époque. En s'exhibant publiquement comme le parrain des parrains, il a tout fait pour pousser les agences gouvernementales à ne laisser aucun répit à la mafia. L'avenir est plutôt sombre pour la mafia si le FBI et les autres agences fédérales continuent à traquer ces types. Notre plus grosse erreur, ce serait de décréter que la guerre est finie, qu'on l'a gagnée et de passer à autre chose. En 5 ans, ces types peuvent se regrouper et s'organiser. Ils ne seront plus jamais aussi forts qu'ils l'étaient il y a 30 ans, mais ils peuvent encore former une force criminelle viable. Aux États-Unis, la pègre évolue avec son temps. Elle trempe dans les escroqueries sur Internet, les lignes roses et les arnaques financières. Mais elle n'est plus aussi puissante. Pas question non plus pour le FBI de laisser les Russes, les Chinois ou d'autres criminels régner sur leur quartier comme l'ont autrefois fait les gangsters italiens. En Sicile aussi, les autorités maintiennent la pression. Mais dans ces collines, malgré l'emprisonnement de Riina, Cosa Nostra est toujours présente. Invisible, mais mortelle. Aujourd'hui, il y a de nouveaux chefs, eux aussi originaires de Corleone. Ils ont tourné le dos aux méthodes inefficaces de l'ancien parrain. Ils n'assassinent plus les personnalités publiques. Tout comme les parrains d'antan, ils préfèrent tirer les ficelles dans l'ombre. Je crois que nous nous sommes tous leurrés. Nous avons fait l'erreur de croire qu'on pouvait détruire Cosa Nostra en déplaçant 4 pions sur l'échiquier. Aux États-Unis, la mafia est enfin en recul. Mais en Sicile, elle renaît de ses cendres. Elle s'adapte à son temps et change de méthode pour s'assurer que son pouvoir reste aussi inébranlable aujourd'hui qu'il l'a toujours été.